Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des fonctions un petit peu cachées du FMGC. Alors on va pas voir des folies non plus, hein. Caché c'est un grand mot, mais disons des fonctionnalités qu'on utilise un petit peu moins. On va parler de tout ça. Alors j'ai spawn sur la piste à Montpellier, classique. On s'en fout, on va pas parler de ça aujourd'hui. C'est juste que j'aurais probablement besoin de vous montrer certaines fonctions en vol. Donc je décollerai, mais voilà. Donc on va commencer. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller dans les pages une par une du FMGC et à chaque fois je vais vous dire tout ce que je vois et qu'on n'utilise pas forcément régulièrement, enfin tout ce qui est un peu plus poussé. Juste quelque chose que j'ai pas précisé, on va s'intéresser que au FMGC, on va pas s'intéresser aux autres menus. Bon alors config et maintenance, ça c'est spécifique à la simulation au Phoenix. IRL, on a aussi un menu là-dessus, mais il n'est pas tout à fait pareil. Je vais pas en parler dans cette vidéo, aujourd'hui on va que parler du FMGC. Donc pour commencer, on a la page directe, donc je vais faire dans l'ordre. La page directe qu'on regardera en vol, puisque là ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sur la page prog, on a déjà pas mal de petites choses à dire. Donc en haut à gauche de la page prog, on a notre niveau de croisière qu'on a pré-entré. Donc on l'a pré-entré dans la page init. Vous voyez, là on a pré-entré niveau 320. Et là, il est du coup au niveau 320. On a aussi le niveau optimum qui est calculé par l'avion en fonction des conditions météo du jour et en fonction de notre masse. Et on a le niveau maximum de notre avion, encore une fois en fonction des conditions et de la masse. Le niveau maximum, on va jamais l'atteindre. Généralement, ce qu'on va essayer de faire, c'est voler au niveau optimum ou un petit peu au-dessus, 1000 pieds au-dessus max. Parce que sinon on se rapproche trop du niveau maximum et il faut généralement on essaie de garder au moins 2000 pieds d'écart par rapport au niveau maximum parce que sinon ça nous fait un coffin corner qui est très très resserré. Le menu report, on pourra éventuellement aller le voir en vol mais bon on s'en sert vraiment pas beaucoup. Ensuite bearing distance, alors normalement c'est comme ça mais on peut insérer n'importe quoi, donc par exemple LFMT 12 gauche, ça nous donne le seuil de piste de la 12 gauche. Et ensuite, on a un bearing et une distance par rapport au point qu'on a inséré. Bon, alors évidemment, moi je suis au seuil de piste de la 12 gauche à Montpellier, donc on a une distance qui est très faible. Mais si je prends par exemple, je sais pas moi, LFMN, donc l'aéroport de Nice, eh ben, il nous dit que l'aéroport de Nice est à un bearing 0,84. Donc si on se met comme ça, si on se met en mode nav, donc l'aéroport de Nice 0,84, il est quelque part par là. Voilà. Quelque part là-bas, à 140 nautiques, on a l'aéroport de Nice. Prédictif GPS, bon, ça c'est un peu particulier comme menu. Il fait des estimations de si le GPS sera disponible à différents moments. Là, par exemple, pour notre arrivée à Orly, il estime qu'à notre ETA, donc Estimated Time for Arrival, qui est 16h17, on aura le GPS. Yes. Et on l'aura aussi entre moins 15 et plus 15 minutes. Ouais, bon, on peut prendre de n'importe quel point, par exemple LFMN, encore une fois, ça va être notre exemple. Ici, on va dire qu'on y est à 15h, j'en sais rien. Et ben pareil, il refait une estimation. Et on peut désélectionner les satellites. Bon, c'est pas une page dont on se sert très souvent, mais voilà. Ça c'est bon. Il nous indique aussi GPS Primary. Ça veut dire que notre GPS fonctionne et qu'on l'utilise comme source de navigation. En bas, on a les RNP, donc le Required Navigation Performance, qui est automatiquement déterminé par l'avion en fonction de notre route et de notre position. Il dit que sur cette route, on doit avoir une précision à 1 nautique maximum sur notre navigation, mais c'est une valeur qui est en bleu. Bleu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut la modifier. Par exemple, je peux dire qu'on est dans une route qui nous demande que 20 nautiques de précision. Bon, j'exagère un peu, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Si je mets par exemple 0, on est passé en accuracy low. Pourquoi on est passé en accuracy low? Donc là, on a l'accuracy. On demande d'avoir une précision qui est de 0. Donc exactement sur que notre position corresponde à ce que l'avion calcule, quoi, entre guillemets. Donc je demande 0 de précision, qu'on soit pixel perfect au bon endroit. Sauf que actuellement l'avion estime qu'on est à 0,03 nautiques de précision. Donc il constate que la position estimée de l'avion
est inférieur à ce qui est requis, donc on est en accuracy low. Mais là c'est vraiment parce que j'ai demandé quelque chose d'extrême. Si je demande 0,1, c'est même déjà très précis, mais comme 0,03 est inférieur, et ben on repasse en accuracy high. Et on a un message nav accuracy upgrade. Donc je vais enlever ça, on repasse, enfin on est toujours en accuracy high vu qu'on a besoin de 1 nautique. Voilà pour la page prog et je vous parlerai de la page report tout à l'heure en vol. Alors juste une petite chose que j'ai oublié de vous préciser sur la page prog, ça on s'en sert assez régulièrement, c'est sur le niveau de croisière, donc là on a un niveau 320. Donc c'est le moment où notre avion va passer en HAL cruise sur le FMA. Donc, quand on va atteindre le niveau 320, il va passer en HAL cruise. Si jamais, imaginons, l'ATC nous autorise à monter qu'au niveau 300, on imagine qu'on est en vol là et qu'il nous fait monter au niveau 300, et que ça sera notre niveau final pour X ou Y raison, il y a du trafic au-dessus de nous, on peut pas monter, et ben ce qu'on peut faire, c'est de changer notre niveau de croisière pour qu'on passe en HAL cruise, sinon on va rester en halt. Donc soit on écrit niveau 300, et dans ce cas-là on va passer en HAL cruise au niveau 300, soit plus simple, donc je vais remettre 320 juste pour vous montrer, et on peut écrire n'importe quel chiffre, donc on écrit 1 par exemple, et en fait il va insérer la valeur qui est dans le FCU. Donc là par exemple si je mets 1, on a 30 000 pieds, donc il insère le niveau 300. Si je mets par exemple 10 000 pieds sur mon FCU et que je fais 1, eh ben, il va mettre le niveau 100 dans la page, enfin dans le niveau de croisière. Si on met un niveau de croisière au niveau 100 et qu'on monte au-dessus du niveau 100, l'avion va comprendre tout seul qu'on monte et du coup va changer tout seul le niveau de croisière. C'est plus dans l'autre sens, donc si on a un niveau de vol qui est inférieur au niveau de croisière qu'on a inséré dans la page. Voilà tout. Alors la page perf, je vous en ai déjà pas mal parlé je pense dans ma vidéo sur la préparation du cockpit, donc je vais pas tout répéter, je vais juste regarder s'il y a des trucs en particulier peut-être que j'ai oublié de vous dire, mais je ne pense pas, je pense que je vous ai parlé à peu près de tout, en tout cas sur la phase de décollage. On va regarder rapidement les autres phases, donc là on a la phase de montée. En haut, il nous dit qu'actuellement on est en vitesse managée, donc la vitesse est poussée. On a notre cost index qui est en bleu, donc encore une fois on peut le changer. Ensuite, il nous donne notre manage speed, donc notre target de vitesse. Donc là, elle est à 250 nœuds parce qu'on est en dessous du niveau 100. Donc pour l'instant, la manage speed va target 250 nœuds. Si par exemple, je vais dans le flight plan et que... Alors je vais juste sauvegarder mon plan de vol avant de faire des conneries. Si je supprime la contrainte à 250 nœuds, en dessous du niveau 100, et qu'on va dans la page perf de montée, on voit que maintenant la manage speed va chercher 309 nœuds ou max 76 à la conversion. Donc ça c'est en fonction de notre cost index. Si je mets un cost index à 0, on a la vitesse qui diminue, donc on est passé à 281, et si on met un cost index pleine balle, 999, 340 nœuds et il garde Mach 76. Ensuite il fait une prédiction pour monter jusqu'au niveau 200, donc qui te dit jusqu'au niveau 200 si on y va maintenant quoi. On y sera à 14h19 dans 40 nautiques. Et si on expedite la montée, alors là ça n'a pas trop de sens. Doit y avoir un petit problème de calcul. Mais si on expedite la montée, on y sera à 14h22 aussi dans 40 nautiques. Ça n'a pas trop de sens parce qu'on devrait y être avant si on expedite. Mais bon. C'est peut-être parce qu'on est au sol, c'est plus fait pour être utilisé en vol, même si on regarde pas vraiment ça. Une dernière petite chose, c'est pré-sel. On peut présélectionner une vitesse. Donc là, ça peut être utile si par exemple, dans mon plan de vol, imaginons, donc mon premier point, c'est, allez, on va dire Mike Tango 131. On va dire qu'à Mike Tango 131, j'ai une restriction de vitesse, j'ai une restriction de vitesse, pas d'altitude, à 200 nœuds, par exemple. Donc j'insère ma restriction de vitesse. On voit qu'elle est affichée, 200 nœuds maximum. Bon, j'ai mis 200, mais c'est pas grave. On va dire que c'est 200 maximum. Et bien, si on regarde nos vitesses caractéristiques, on voit que ma green dot est à 211. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de voler à moins de 211 nœuds en ayant les volets rétractés. Donc, si je veux respecter ma contrainte de vitesse,
ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner ma vitesse S, qui est ma vitesse de manœuvre en volet 1, et du coup, il va sélectionner ça directement. Donc, je peux rentrer 191 nœuds, et ce qu'il va faire, c'est que à la Thrust Reduction Attitude, Thrust Reduction Attitude, vous remettez les manettes sur Climb, et à l'Acceleration Attitude, il va quitter le mode SRS pour passer en mode Climb, et normalement, à ce moment-là, il va chercher la manette Speed. Donc la manette Speed, encore une fois, qui est... bon là, elle est à 200 parce qu'on a la contrainte de vitesse, mais avec les volets à 1, on va préférer voler à Speed plutôt qu'à 200. Donc, plutôt que d'aller chercher la manette Speed, il va automatiquement sélectionner la vitesse, donc la vitesse va passer en bleu, présélectionné, enfin vu qu'on l'a présélectionné, et il va aller chercher 191. Une fois qu'on a passé la contrainte de vitesse, la manette Speed, elle sera plus à 200, mais elle sera soit à la prochaine contrainte de vitesse, soit en fonction de notre cost index, peu importe, elle sera plus élevée en tout cas. Donc une fois qu'on a passé le point de la contrainte de vitesse, on a juste à manager la vitesse, l'avion va accélérer, et voilà. Alors sur la page cruise, pareil, en haut, donc on a actuellement notre vitesse, notre mode de vitesse. Donc actuellement on est en manager. On a notre Destination Estimated Fuel on Board, donc il estime combien de fuel on aura à l'arrivée. On a notre Cost Index, toujours en bleu, donc qu'on peut encore une fois modifier depuis la page cruise. Pardon, j'ai oublié de vous dire, donc avant le décollage, cette valeur-là, ça représente notre temps de vol. Donc vous voyez, c'est 1h19, on l'a ici dans la page Flight Plan, et on l'a aussi dans la page Perf Cruise, il nous dit 1h19 de vol. Et donc encore une fois, le fuel qu'on aura à notre destination. Ensuite, on a le top of descent. Bon, pareil, les calculs ne marchent pas trop vu qu'on est au sol, mais il nous dit qu'on y sera à 15h14 et la distance jusqu'à notre top of descent. Et il nous indique encore une fois la manage speed pour la croisière qui dépend encore une fois de notre cost index. Alors j'ai juste été supprimer la contrainte de vitesse que j'avais mis sur le plan de vol. Et donc juste pour vous montrer, donc là on a un cost index à 0, on a une vitesse managée qui est à 280 nœuds ou max 76 pour la croisière. Si j'augmente, on passe à 340 nœuds ou max 76. Et ça impacte aussi nos vitesses pour la descente qu'on verra juste après. Et du coup, vous voyez, ça décale le top of descent. Si on augmente le cost index, on va plus vite et ça éloigne le top of descent. Encore une fois, on peut présélectionner une vitesse pour la croisière. Donc dès qu'on va passer en croisière, il va aller choper la vitesse qu'on lui a demandé. On peut par exemple sélectionner 0.78 si ça m'a été demandé par l'ATC, par exemple. Et enfin, on a le descent cabin rate, donc qui est par défaut à moins 350 pieds par minute, mais qu'on peut modifier. On peut mettre, je sais pas, on peut mettre moins 100. Et ça va aussi modifier notre top of descent normalement. Normalement. Ah bah c'est pas le cas au simu, j'ai jamais testé. Si on met moins 50, ça change rien non plus. Ah, on peut pas. Bah normalement ça change aussi top of descent, apparemment pas au simu. Mais voilà. Donc je vais le remettre comme il était. C'est pour la pressurisation de la cabine, quoi. Pour faire une descente plus douce pour les oreilles. Tout ça. À page descente, toujours le même principe. Actuellement, dans comment est notre vitesse, elle est managée. Le cost index, qu'on peut encore modifier. Prédiction de descente jusqu'au niveau 200. Bon, là, ça n'a pas de sens, vu qu'on n'est pas en train de descendre. Mais voilà, vous pouvez voir les prédictions de descente. La vitesse managée, à quoi elle va ressembler. Donc, notre profil de descente en vitesse managée, cost index 0, il sera à 170 ou 250 nœuds. Alors on peut modifier en changeant le cost index, là on va passer à 0.76 340, mais on peut aussi modifier, vous voyez c'est en bleu, on peut aussi mettre ce qu'on veut. Donc si par exemple l'ATC nous dit pour la descente maintenez 76, enfin max 76 et 300 nœuds à la conversion, on a juste à faire ça, et voilà, on a nos 76, enfin max 76 et 300 nœuds à la conversion. Et il recalcule évidemment le top of descent comme à chaque fois. Encore une fois, le expedite avec les calculs qui sont un petit peu buggés, mais il nous donne les valeurs pour le expedite. La page approche, je pense vous en avoir déjà parlé dans la vidéo sur la phase d'arrivée, donc on va pas spécialement en reparler aujourd'hui. Alors ensuite, la page init, donc plein de choses que vous savez certainement déjà.
J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc on va juste parler des trucs un peu moins courants. Donc on a la page IRS init de laquelle on peut accéder depuis la page init, où on a donc la position de notre GPS, où il estime, où notre GPS pense qu'on est. Et on a la position des 3 IRS qui sont quasiment égales actuellement, ce qui est plutôt normal. On peut faire un alignement des IRS à la main, on va pas le faire, c'est pas très intéressant et c'est un peu chiant. Et de toute façon là nos IRS sont déjà alignés. Et là vous pouvez avoir également la position du FMGC, et une combinaison de tout ça, il détermine sa position. On revient sur la page init, on a la page wind. Alors ça beaucoup plus intéressant, on s'en sert beaucoup plus. On peut faire un wind request et il va demander par CPDLC, par ACARS, tous nos vents. Donc pour la montée, là on est en climb. Si on va dans next phase, on est dans cruise wind. Et donc là on est à A-Trek. Si on fait flèche du haut, flèche du bas, on peut défiler les points. Et next phase, on a les descent wind. Voilà tout, normalement. Alors IRL on a un petit bouton pour les insérer, mais là il s'insère automatiquement. C'est à peu près tout pour la page init, le reste vous savez. Bon, et donc on a fini avec la page init et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui seront beaucoup plus parlantes en vol. Donc je vais décoller et puis je vous reprends en fonction. Donc là on est quelques secondes après le décollage et vous voyez on avait, alors ça n'a pas duré longtemps, je suis désolé j'ai repris un peu tard, on avait la vitesse présélectionnée qui était affichée 191 nœuds. Donc là j'ai touché à rien, on est sorti du mode SRS en passant 1000 pieds, on passe en climb, du coup il me dit de mettre mes levers en climb, donc ça je mets mes levers en climb, et vous voyez qu'il est tout seul à aller sélectionner la vitesse, donc on est en vitesse sélectionnée, c'est en bleu, donc on a une vitesse sélectionnée à 191 nœuds. Alors après il nous prévient parce qu'on a mis aussi une vitesse pour la croisière, on a une vitesse qui est présélectionnée pardon, à max 0,78, mais bon ça pour l'instant on s'en fout. Donc il va maintenir les 191 nœuds notre S-Speed, il va maintenir ça, et je vous reprends dans quelques secondes quand on approche de Mike Tango 131. Donc là on approche de Mike Tango 131, si on regarde notre page perf, on voit que la vitesse managée elle est à 200 nœuds. Pourquoi? Parce qu'on a une contrainte de vitesse. Dès qu'on va passer Mike Tango 131, la manage speed va augmenter, mais vu qu'on est en vitesse sélectionnée, l'avion va rien faire. Donc là, on y arrive. Alors je vais mettre mon QNH en standard, ça n'a rien à voir, mais ça flash. On passe en standard. On attend. Mike Tango 131 toujours. Et là, paf, on passe novembre, enfin on est en direct novembre golf. La manage speed passe à 340 nœuds. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a juste à pousser la vitesse. Donc on est en manager. On a maintenant une target à 340 nœuds. Bon, ça c'est parce qu'on a un cost index à 999. L'avion prend un petit peu de temps pour baisser son nez. On a maintenant une vitesse qui est au-dessus de S-Speed. Donc on fait Speed Checked, Flaps, 0. Et c'est comme ça qu'on gère notre vitesse si jamais on doit garder les flaps et qu'on a une contrainte pour le départ. Donc on devrait parler de la page data maintenant, mais il y a beaucoup de choses à dire dans la page data. Donc j'en parlerai un peu plus tard, on va commencer par là, enfin on va continuer avec le reste. Donc on va passer à la page Flight Plan. Sur la page Flight Plan, bon, vous voyez votre vol classique, vous voyez tous vos points. On voit notre destination, l'heure d'arrivée estimée à notre destination, la distance en suivant tout le plan de vol, et le fuel, pareil en suivant tout le plan de vol. On a notre call sign qui est écrit en haut, et pareil après sur chaque point, on a l'heure estimée à chaque point, la vitesse et l'altitude estimée. Si on appuie sur la flèche de droite, on a pareil à chaque fois tous les points, mais à la place d'avoir l'heure et la vitesse et l'altitude, on a le fuel estimé à chaque point et le vent. Donc ça peut aussi être utile. Ensuite, sur chaque point, on peut faire ce qu'on appelle une lateral revision ou une vertical revision. La lateral revision se situera à gauche, vertical revision à droite. Donc, lateral revision, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui concerne le latéral. Donc, on peut accéder à la page Fix Info. La page Fix Info, on peut y accéder, s'il veut bien, on peut y accéder depuis n'importe quel point. Au final, on arrivera toujours sur la même page Fix Info. C'est juste le moyen d'y accéder, c'est de passer par la vertical revision. Mais il faut bien comprendre que ça n'a aucun rapport avec le point sur lequel on appuie. Donc Fix Info,
s'il veut bien, vache. Et donc sur cette page, on peut déjà faire pas mal de choses. Donc on peut écrire un point, n'importe lequel. On va regarder 2 secondes, je vais me mettre comme ça. On va regarder, alors pas en airport, plutôt en waypoint. On va regarder un point qui est proche de nous. Donc on va prendre par exemple Ordif. Alors je vais juste me mettre en pause. Bon alors Ordif a disparu, c'est pas très grave, c'est juste pour l'exemple. De toute façon, on va prendre le prochain point qui s'appelle Etaki. Donc j'écris Etaki. Vous voyez, pour l'instant, le point il est en violet comme ça, enfin en magenta, parce que j'ai sélectionné le waypoint. Si j'enlève waypoint, il n'est pas affiché. Là, si je l'insère dans mon fixe info, s'il veut bien, allez. Bon, je sais pas pourquoi mon Phoenix a autant de mal aujourd'hui. Et vous voyez qu'il est passé en vert. Et là, si j'enlève le waypoint, eh ben, on a toujours notre Etaki qui reste. Une fois qu'on a mis un point dans notre page fixe info, on peut faire plusieurs choses. Donc on peut mettre une radiale. Une radiale, c'est quoi? C'est une droite qui part du point, qui va dans une direction. Donc si par exemple, je prends une droite qui part du point et qui va plein nord, je peux tracer la radiale 360. Allez... Ok. La radiale 360, donc qui ressemble à ça, et il nous donne des infos sur cette radiale en nous disant qu'on va la croiser en suivant notre plan de vol à UTC 14h45, la distance jusqu'à la radiale et l'attitude à laquelle on sera. Si par exemple je prends une radiale qui sera un peu plus proche de nous, je peux prendre par exemple la 090, qui me trace une autre droite, vous voyez, elle croise le plan de vol beaucoup plus tôt, et donc on voit qu'on y sera à 14h40, qu'elle est dans 20 nautiques, et qu'on sera estimé au niveau 253. Bon, ça c'est si on n'arrête pas de monter, évidemment. Voilà pour les radiales. Le radius, c'est un peu pareil, sauf qu'à la place de faire des droites, on va faire des cercles. On peut faire un cercle d'une certaine valeur en nautique, donc ça c'est le rayon en nautique. Donc, si je fais un cercle de rayon 20 nautiques, vous voyez, ça nous trace un cercle autour de Etaki, et encore une fois, ça nous donne l'heure à laquelle on passera le cercle. Bon, là, on l'a déjà passé. La distance to go qui est négative, vu qu'on l'a déjà passé. Si je fais un autre cercle à 5 nautiques, là, on a un petit cercle. Ah, bah, dommage, on va pas... on passe pas notre plan de vol, 10 nautiques. Ok, 10 nautiques, on y passera à 14h39, dans 4 nautiques, et on sera niveau 230. Voilà pour les droites et les radiales. Dernière petite chose intéressante, si j'enlève les radiales, ce sera plus parlant. Dernière petite chose intéressante, si j'appuie sur eBeam, il nous trace une droite perpendiculaire à notre route pour estimer... alors c'est un peu, j'ai un peu du mal à expliquer ce que c'est un eBeam, mais ça estime la position perpendiculaire à notre route pour voir où est Etaki quand on est parallèle à Etaki, quoi, en gros. Voilà. Et encore une fois, on a la valeur, à quelle heure on y sera, la distance, l'attitude. Ça, c'était pour la page fixe info. Si on retourne dans nos lateral revision, on va dans offset, on va passer à la suite. Donc, on peut faire un offset depuis notre present position. Donc, je peux mettre par exemple 1 left. Donc, ça veut dire que je veux faire un offset 1 nautique à gauche de ma route. Donc, si je le mets dans mon flight plan, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, avant de l'insérer, c'est toujours affiché en jaune. Et je peux mettre par exemple, ou si c'est à droite, je peux écrire R. 5 par exemple. Donc R5, je le mets et ça ressemble à ça. Si j'en sers, on a notre avion qui reste toujours en mode nav et qui va suivre notre route pour faire notre offset de 5 nautiques. Bon, j'avoue que j'ai jamais essayé cette page au simu, elle marche pas très bien, il manque plein de fonctions, mais on va dire que ça marche à peu près. On va retourner dans notre lateral revision pour continuer à parler de ce qu'on peut voir. On peut faire un hold. Donc là, si vous regardez en haut, je suis toujours present position. Donc si je fais un hold present position, il me dessine un hold à partir de ma position actuelle. Donc je peux définir right ou left turn en écrivant L ou R. Le temps, si par exemple je peux faire un hold de 2 minutes, donc si j'en sers 2, vous allez voir que le hold va être beaucoup plus long. Si je me mets en nav pour mieux voir, vous voyez. 2 minutes c'est beaucoup plus long, 3 minutes c'est encore plus long. Ou alors je peux aussi mettre une distance, donc là pour l'instant il a calculé la distance en prenant 3 minutes, mais je peux aussi lui dire que je veux faire un hold, je sais pas, de 10 nautiques, et du coup il va refaire un hold de 10 nautiques. Gauche, droite, voilà, peu importe. Et après on peut insérer ou pas. Là si j'insère, hop, il va se mettre à tourner à gauche pour entrer dans le hold.
Je peux aussi prévoir un hold sur un point futur. Alors je vais enlever les waypoints pour pas que ce soit trop le bordel. Mais si par exemple je prends Mado, je peux sélectionner ici Mado, lateral revision, et donc là on a bien écrit lateral revision from Mado, et donc je peux écrire, je sais pas, je peux écrire n'importe quoi, inbound course 180, 1 minute, right turn, et il me dessine un hold à Mado avec l'entrée. Je peux l'insérer, pour l'instant ça va rien changer, mais une fois qu'on sera au-dessus de Mado, alors il va intégrer le hold. Voilà, une fois qu'on est dans le hold, alors normalement on a un bouton exit immediately, là je l'ai pas, bon c'est pas très grave. Pour retrouver ma route, je vais juste faire un direct sur mon prochain point qui est Mado. Ah, vous voyez là on a le immediate exit sur Mado. Donc on va le faire parce qu'on veut pas hold en fait. Donc j'ai inséré et ça supprime le hold. Alors en lateral vision on a aussi d'autres options qui sont intéressantes. Donc fix info j'en ai déjà parlé, ça je vais vous en parler après. Next waypoint, donc c'est si par exemple on veut insérer un point. Donc si on fait waypoint, vous voyez si par exemple entre Mado et mon prochain point qui est je sais pas quoi, Mopem. Si entre Mado et Mopem je veux passer par, je sais pas moi, Dirba, et ben j'écris Dirba, je l'insère dans next waypoint, j'ai mal écrit, je refais Dirba. Donc c'est celui qui est à 44 nautiques, je choisis celui-là. Et là si j'insère, j'ai dû me planter. Je l'ai inséré après Mopem, je voulais l'insérer après Mado, donc c'est pas grave, on va refaire. Donc je fais clear mon Dirba, j'enlève la discontinuité. On fait Mado, next waypoint, Dirba, celui à 44 nautiques toujours, j'insère. Et là on est bon. Donc on a Mado, Dirba, la discontinuité parce qu'il sait pas où aller après Dirba, puis Mopem, pardon. Donc là je vais enlever la discontinuité. Et on a notre plan de vol qui passe maintenant par Dirba. Voilà. Même principe pour le prochain menu, New Destination, c'est si on veut changer tout simplement la destination, très aéroport de destination. Donc pour l'instant on a LFPO. Je peux prendre n'importe quel point, je peux écrire LFPG par exemple. Si je veux divert à Charles de Gaulle, et ben dans New Destination je mets LFPG. Et maintenant on a LFPG en destination et on peut choisir une arrivée comme on le ferait en temps normal. Alors juste pour vous prévenir, j'ai réactivé mon secondary flight plan pour récupérer le plan de vol normal, puisqu'on avait fait n'importe quoi, on avait bien fait Mumuse. Juste un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est le Enable Alternate. Donc si là je l'insère, il nous met maintenant en destination LFAQ, puisque c'est notre alternate qu'on avait rentré dans la page init. Le seul truc c'est que là on n'avait pas pré-rempli de route pour l'alternate. Donc il nous a juste mis la destination LFAQ. Mais on aurait pu prévoir une route, une seed, une star, une approche, etc. On aurait pu tout prévoir. Là il l'a juste activé. Mais je vous parlerai certainement des diversions dans une prochaine vidéo. Bon alors pour la dernière fonction que je vous ai pas montré dans les lateral vision, alors j'ai fait mes tests parce que j'avais jamais testé au simu, enfin sur le Phoenix. Mais ça marche pas très bien, mais bon je vais quand même vous en parler. Donc c'est pour avoir votre plan de vol, c'est pour avoir un crossing en fonction d'une position avec la latitude et la longitude. Donc pour ça j'ai créé un point à 2000 nautiques au nord de Pibat. C'est pour ça que mon avion est pas content parce que je vais arriver avec moins 18 tonnes de fuel, c'est juste pour vous montrer. Donc je prends par exemple Pibat et j'écris que je veux. On voit que Pibat est à nord 46, blablabla. Et donc je dis que à partir de nord 47, j'écris N47, je veux un point tous les degrés nord, donc j'écris /1, ça veut dire tous les degrés. Je peux écrire /3, pardon, c'est-à-dire tous les 3 degrés. Et j'écris le nombre de points que je veux. Donc j'écris par exemple, je sais pas moi, j'écris 10. Donc il va me créer 10 points
tous les 3 nautiques, je l'insère ici, et là normalement il est censé me créer 10 points. Bon là vous voyez, ça m'en a que créé un au point nord 47, donc ça marche pas très bien, mais c'est comme ça que c'est censé marcher. Voilà, on a tout dit sur la lateral revision, on va passer à la vertical revision. Donc lateral revision, toujours le même principe, sauf qu'à la place d'appuyer à gauche d'un point, on appuie à droite. Donc là on va prendre la vertical revision à Mopem, et on peut faire plusieurs choses. Donc on peut mettre une vitesse, enfin une contrainte de vitesse. Donc là par exemple je vais écrire 250 nœuds, et j'aurai une contrainte de vitesse à Mopem, si je l'insère à 250 nœuds. Ou je peux aussi l'écrire en Mac, en 74. Je croyais que je pouvais l'écrire en Mac, mais on peut pas l'écrire en Mac. Bon, du coup, c'est qu'une contrainte de vitesse et pas de Mac. On peut faire la même chose avec une altitude, donc je peux mettre 10 000 pieds à Mopem, et là, il me demande si c'est en descente ou en montée. Bon, là, ça serait plutôt en descente. Bon, là, 10 000 pieds à Mopem, sachant que Mopem est dans 5 nautiques, quelque chose comme ça. Ça va être un peu short, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Et évidemment, il adapte le top of descent en fonction. Si je mets descente, et après je peux insérer, on va pas le faire, on va erase. Je retourne dans mes vertical revision plutôt à Mopem, et on peut faire d'autres choses. Donc on peut utiliser un Mach constant. Donc par exemple pour la croisière, si j'ai une restriction de vitesse entre Mado et Mopem, on va dire, et ben je peux lui dire Mach 80 par exemple. On insère dans Mach. Et là, du coup, entre Mado et Mopem, je sélectionne Mopem à droite, et ben il va aller chercher Mach 80. Voilà, donc pareil, je peux l'insérer. Ici, on va pas le faire. Ensuite, dans nos vertical revision, wind data, alors là, normalement, il a nos vents qu'on avait demandé initialement. Alors, je pense que je les ai plus parce que j'ai joué avec mon plan de vol et j'ai réactivé Secondary, donc il a perdu les vents. Mais si besoin, on peut les redemander ici ou juste les voir tout simplement. Voilà, ça c'est pour les vents. On peut retourner en arrière évidemment et on peut mettre un step climb. Dernière petite chose. Donc le step climb, on peut mettre une altitude. Donc là par exemple, on est niveau 320. Si j'écris juste une altitude, donc je sais pas, j'écris 380 par exemple, j'exagère un petit peu. Il est censé calculer tout seul l'altitude optimale pour le step climb. Et donc là, il m'a calculé que mon step climb, il sera à 14h58, dans 1458 nautiques, à 18h du. Donc ça, il le calcule en fonction de ma masse, et il me fait un calcul optimal pour le step climb. Si je veux pas utiliser, et donc là, il est indiqué par le petit SC dans le plan de vol, alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, vu la gueule de mon plan de vol. Si je fais ça, si voilà. Donc là on a le step climb qui se situe ici. Donc, on monte pendant juste ce petit intervalle là. On monte niveau 380. Et sinon on peut aussi faire la même chose. Mopem, step alt. On peut aussi lui donner un point. Donc si par exemple je veux monter à Mado ou à Mopem, peu importe, j'écris 380 slash Mopem. Je vais virer celui-là. On va écrire 380 slash Mopem. On insère. Et donc là, on va voir que à Mopem, on a une petite flèche. On a une petite flèche qui s'est dessinée pour nous dire que c'est notre step climb. Et ça change les prévisions de fuel parce qu'il considère qu'on va monter niveau 380 ici. Et du coup, il calcule l'estimated fuel on board en fonction. Et là, vu qu'on y arrive bientôt, il nous prévient step ahead. Il va pas monter tout seul. Hein. C'est quand même important, il ne va pas monter tout seul, juste ça change ses calculs. Alors, encore une dernière petite chose sur le vertical revision. Je vais pas pouvoir vous le montrer pour le départ, mais en tout cas pour l'arrivée. Vu que là on est en vol, je peux pas vous montrer pour le départ. Si on appuie sur la dernière ligne, donc la ligne de l'arrivée, on a on a un menu qui est un petit peu différent et donc on a notre contrainte de vitesse et d'altitude. Donc par défaut c'est 250 nœuds sous 10 000 pieds. Il y a certains endroits où par exemple dans ma compagnie on doit voler à 220 nœuds sous 10 000 pieds. Donc là je peux l'insérer comme ça. Ou si jamais on n'a pas de contrainte sous 10 000 pieds, eh ben je peux carrément clear et dans ce cas là il va garder la manage speed bien plus élevée jusqu'à ce qu'il ait besoin de réduire. Voilà, je vais encore une fois pas l'insérer.
Alors je vais juste virer mon plan de vol qui n'a aucun sens, donc mon PBD 01. On va faire plus simple, on va juste faire Activate Secondary. Voilà, comme ça on a un plan de vol qui a un peu de sens. Bon, je crois que j'ai trop joué avec le FMGC, il sait plus où il en est, il n'arrive plus rien à calculer. Il est perdu. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Bon, donc c'était le même principe pour le départ, on peut supprimer les contraintes sous 250 nœuds ou les modifier, sous 10 000 pieds, pardon. Donc on a fini avec les verticales et les lateral aviation, on va laisser un peu notre plan de vol tranquille parce que là, il sait plus où il en est. La page RadNav, alors, bon, on peut sélectionner un VOR, une fréquence de VOR ou juste l'identifiant, la course, fréquence de VOR 2, pareil, la course, on peut sélectionner une ILS avec l'identifiant ou la fréquence, la course de l'ILS, le slope de l'ILS qui se met, et on peut désélectionner le glide, donc par exemple si on fait une approche sur une ILS où le glide est pas actif, ou si le glide est en maintenance par exemple, on va faire une lock only, et du coup pour être sûr que l'avion ne suive pas le glide et n'utilise pas le glide, on peut désélectionner le glide. Voilà, et on peut sélectionner un ADF, un NDB, on peut tune notre ADF pour recevoir un NDB, avec toujours pareil, l'identifiant ou la fréquence. Donc ensuite, la page FuelPred, il nous met notre destination en premier. Il nous met normalement, quand il n'est pas cassé, l'heure d'arrivée estimée et l'estimated fuel on board à notre arrivée. Pareil pour notre alternate. Ensuite, on a tout le calcul du fuel, donc les routes réserves, notre alternate et le temps que ça représente, les réserves finales en tonnes et le temps que ça représente. Minimum Destination Fuel on Board, qui est l'addition de l'alternate et des final reserves. Notre zero fuel weight, le zero fuel weight CG, le fuel on board actuel. Notre gross weight, donc qui est notre poids actuel, et notre centre de gravité actuellement de notre avion. Et notre extra time, encore une fois, quand il n'est pas pété, il nous donne la valeur qu'on a de fuel en extra, en tonnes, et ce que ça représente en temps. Donc ça, c'est tout le fuel dont on a besoin, tout le fuel qu'on a à bord, moins le fuel dont on a besoin. Donc le fuel qu'on a à bord, c'est 8 tonnes 5, on a besoin de l'addition de tous ces fuels. Bon là, c'est cassé, je peux pas vous montrer. Mais ce qu'on a en plus, c'est en plus de toutes les réserves minimum légales. Donc c'est du bonus, quoi. Et avec le temps à droite. Le secondary, bon, c'est la même chose que notre plan de vol classique. On a une page init, on a une page perf. Normalement. Ah, il n'y est pas aussi mu. Ah, j'ai jamais fait gaffe à ça. Normalement, on a une page perf aussi sur le secondary. Bon, apparemment, il n'y est pas. On peut copier l'actif, on peut supprimer notre secondary ou on peut l'activer et le passer en actif. Voilà, ATCCom, ça va pas trop nous intéresser aujourd'hui. MCDU menu, ça va pas nous intéresser aujourd'hui. Le bouton Airport, c'est peut-être la dernière petite chose intéressante. Depuis sur le bouton Airport, en fait, ça vous zoome, ça vous met sur la page Flight Plan, sur la fin de votre plan de vol. Donc, si par exemple vous voulez aller regarder la gueule de votre arrivée, vous appuyez juste sur Airport, plutôt que de faire tout défiler comme ça, vous appuyez sur Airport et ça vous emmène à votre destination. Si vous rappuyez un coup, ça vous emmène à votre alternate. Alors pour la suite, j'ai juste créé un plan de vol un peu aléatoire après Pibat, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire, mais ça n'a pas trop d'importance. Mais je vais prendre des points au pif là sur mon ND. Voilà. On a un magnifique plan de vol. Donc c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec la page directe. Donc si je vais sur la page directe, ça vous connaissez certainement, si par exemple je clique sur Alaro, il nous trace une ligne droite jusqu'à Alaro. Ça coupe notre petit virage qu'on a ici. Alors je vais me mettre en pause. Donc ça c'est le direct classique. On va directement sur un point. On a d'autres petites fonctions. On peut sélectionner les The Beam Point. Si j'appuie sur Beam, en fait il va... Alors c'est un petit peu difficile à vous montrer. Je vais enlever les waypoints, ce sera plus clair déjà. Ah, il veut pas que je les enlève. Si, c'est bon. En fait, il trace une perpendiculaire à notre route pour aller choper les points qu'on avait avant. Donc, c'est-à-dire que par exemple, notre avion, là, normalement, il est là, il trace une perpendiculaire sur notre route actuelle.
Et du coup, il crée un point qui s'appelle eBeam Avalon. Pareil pour FRAC et pareil pour PIBAT. Donc il crée des points perpendiculaires à notre route. Enfin, bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il retrace les points qui étaient précédemment sur notre plan de vol, il les trace sur notre direct. Mais ça nous fait quand même toujours un direct vers Alaro. Dernière petite chose qu'on peut faire dans les directs, c'est de mettre une radialine. Donc c'est une radiale qui part de Alaro au cap 273. Donc si par exemple, donc nous on va à peu près vers... pardon. Alaro est à peu près au cap 020. Imaginons qu'on veut tracer une radiale qui va plein sud depuis Alaro. Donc ce sera quelque part par là. Là si j'écris 180, pardon pas 780 mais 180, et que je le mets dans radialine, et ben on a une droite qui part de Alaro et qui va à 180 degrés. Alors vous voyez là, j'ai plus ma droite qui va, enfin je vais plus directement vers Alaro. T'as juste tracé une droite depuis Alaro. Donc là, si j'insère, je vais enlever la pause, c'est peut-être pour ça. Donc si j'enlève la pause, que je refais mon direct Alaro 180, si j'insère, ok, c'est mieux. Donc, imaginons que je suis en radar vecteur. Ça, c'est typiquement pour intercepter une ILS, on va beaucoup faire ça. Quand on est en radar vecteur pour intercepter l'ILS, on va tracer cet axe qui représente l'axe de piste étendu. Donc, imaginons que ce soit pas Alaro, mais que ce soit le seuil de notre piste, et ben on trace l'axe de piste étendu. Et comme ça, on peut, entre guillemets, intercepter comme un localizer, mais à une distance infinie, vu qu'on a tracé une droite. Bon, c'est pas vraiment le lock, hein, donc même si on fait ça, on sera pas exactement sur le lock, mais on peut faire ça. Donc là, vous voyez, je suis en heading, et j'ai ma droite en pointillé. Si jamais je pousse la nave, et ben alors dès que je vais croiser cette droite, il va tourner pour intercepter. Et là, du coup, il le représente par le petit point intercept. Et ce point, il se déplace parce que je suis en train de tourner vers la droite. Là, vous voyez, j'ai le nav bleu, qui veut dire que la navigation est armée. Et pareil, si je tourne dans l'autre sens, donc si je me remets en nav bleu, mais que je tourne dans l'autre sens, et ben on a l'intercept qui va bouger vers la gauche, puisque je croiserai la droite, donc je croiserai mon plan de vol plus loin. Vous voyez, là, ça bouge vers la droite. Et si j'enlève le nav bleu, vous voyez, c'est parce que je vais choper ma droite plus loin. Alors si je trace une radiale out à la place de tracer une radialine, c'est exactement le même principe. Donc il me trace une droite en pointillé qui part de Alaro au cap 180. Mais si je l'insère par contre, à la place d'aller en direction de Alaro, il trace une droite qui va en fait à l'opposé de Alaro. Là si je tire mon cap, j'ai toujours ma droite. Mais à la place de tourner vers Alaro au moment de croiser la droite, il va tourner à l'opposé, en direction opposée. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur les directs. Bon alors maintenant on va s'attaquer à notre gros morceau qui est la page data. Donc dans la page data il y a beaucoup de choses et c'est pas des choses qui sont forcément très connues, donc on va passer un petit peu de temps dessus. Donc on a en premier le position monitor. Donc si on clique sur position monitor, on a la position des deux FMGC. Qui normalement est censé correspondre. On peut freeze tout pour que ça évite, hein, s'il veut bien freeze. On peut tout freeze pour pouvoir comparer sans que les positions évoluent. Donc on peut comparer la position du FMGC1 avec la position du FMGC2, et on a aussi la position GPIRS, donc c'est un mix entre le GPS et les IRS qui nous donne cette position-là, et on a aussi le mix des trois IRS qui nous donne cette position-là, et ensuite on a le drift estimé de chaque IRS entre la position actuelle et la position calculée par le FMGC, quoi. Bon, c'est un petit peu théorique tout ça, mais voilà. Ensuite on peut aller dans Selected Navets à droite, en bas à droite là, et on peut sélectionner ou désélectionner des VOR. Par exemple, là, il nous sélectionne automatiquement le VOR de Melun. Mais par exemple, imaginons qu'on a un OTAM qui nous dit que le VOR de Melun est en travaux, on ne peut pas l'utiliser. Et ben on le met en haut à droite dans Deselect. Et du coup, il ne va plus utiliser le VOR de Melun. MLN, c'est peut-être pas Melun, je raconte peut-être n'importe quoi, mais en tout cas, je parlais du VOR de MLN. Voilà. On peut en désélectionner d'autres, évidemment.
On peut désélectionner les radionaves pour qu'il évite d'update sa position en fonction des radionaves, et on peut aussi désélectionner le GPS pour éviter d'utiliser le GPS. Donc là on a GPS Primary Lost. Si on va dans la page prog, on n'a plus écrit GPS Primary. On est toujours en accuracy high parce qu'il estime toujours qu'on a une position qui est plus précise que ce qui est requis. Je retourne dans Position Meter, Selected Navets, et je reprends mon GPS. On récupère le GPS Primary, on va dans la page prog, on a écrit GPS Primary. Voilà. Les IRS Monitor, encore un peu la même chose, plus ou moins. On peut aller sur chaque IRS, on voit leur position, true track, true heading, le vent. Non, je vais peut-être mettre ma souris, ça sera plus parlant. La position, true track, true heading, le vent, le GPI IRS position, la ground speed, le magnetic heading et le GPI IRS accuracy. Et pareil, on peut freeze pour prendre le temps de regarder les données, unfreeze. On peut passer à la next IRS. Bon, je passe pas trop de temps là-dessus parce que c'est pas hyper intéressant. Voilà, GPS Monitor, là on peut checker le statut de notre GPS. Encore une fois, les positions, true track, leur UTC, parce que le GPS, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est avec leur une comparaison des heures, enfin bref. L'heure du GPS, donc tout ça c'est le GPS 1, ensuite on a le GPS 2, là, les mêmes infos, la ground speed, bla 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 bla. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir qui fonctionne. On a 6 satellites, donc ça se passe plutôt pas mal. On retourne dans Data. Aircraft Status, bon celle-là vous la connaissez, c'est la page où on a les moteurs, les nav data et la page, enfin en bas, idle perf quand on est au sol. Closest airport, là ça devient déjà un petit peu intéressant. On a une liste des aéroports les plus proches. Donc si on regarde sur notre ND, on se met sur airport, on se met en mode nav. Donc là il nous dit que le plus proche c'est LFEI. Je ne le vois pas. LFEM, LFEH, LFOZ. C'est super, je n'en vois aucun. Alors il nous dit que LFEM c'est à 10 nautiques. Je vois aucun aéroport à moins de 10 nautiques. Bon, bizarre, mais en tout cas il y a les aéroports les plus proches ici. Pareil, on peut freeze pour les garder. On peut avoir le vent et notre estimated fuel on board en fonction de chaque aéroport. Voilà, on s'en sert pas énormément. Vous inquiétez pas, on va arriver à des trucs intéressants, je vous le promets. Closest airport, ça on l'a fait. AOC function, on va pas en parler aujourd'hui. Equitime point, très intéressant. Enfin quelque chose d'intéressant. Donc imaginons qu'on est sur notre vol. Alors là j'ai mis KJFK en destination, peu importe. C'est juste pour avoir un exemple, c'était pour avoir une route bien longue. Imaginons qu'on est sur notre vol, peu importe où on est, mais on est en croisière et on veut éventuellement regarder des aéroports de déroutement. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on regarde notre ND, on se met un petit peu comme ça, et on va regarder des gros aéroports à proximité. Donc par exemple, là on est à proximité, bon j'arrive pas à vous le montrer, mais quelque part par là vous voyez, il y a LFPG, on va dire qu'il y a Orly qui est quelque part, à mon avis ça c'est Orly. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans ma page Flight Plan, Present Position, peu importe, je vais dans mon Fix Info, j'écris LFPO, et maintenant j'ai LFPO qui apparaît en vert. En plus qu'il apparaisse en vert, pour bien le voir, ce que je peux faire, c'est mettre un cercle. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que je prends mon attitude, je la divise par 3, donc on va dire 330 pour rendre le calcul plus simple. Divisé par 3, ça fait 110. Donc on va tracer un cercle de 110 nautiques. Ça c'est pourquoi? C'est pour la descente, donc il nous faut environ 3 fois notre altitude divisée par 3 pour descendre, donc environ 110 nautiques pour descendre de notre niveau de croisière actuel jusqu'à Orly. Et donc 110 nautiques, on va dire que ça marche bien. Donc on a notre cercle de 110 nautiques, on peut aussi tracer un E-beam, ce qui nous dit quand est-ce qu'on est perpendiculaire à Orly, et on a déjà un aéroport de déroutement. Si on regarde un peu plus loin, par exemple, on a Nantes qui est ici, donc je vais écrire LFRS. Pardon, vous voyez pas, je fais pareil, j'écris 110 nautiques. E-beam. Voilà, donc là j'ai déjà par exemple 2 aéroports de déroutement potentiel. Ce que je peux faire pour savoir à partir de quel moment je vais à Orly ou à partir de quel moment je continue sur Nantes, si j'ai besoin de dérouter, c'est d'aller dans la page Data,
EquiTime Point. Alors normalement de base, il vous trace un ETP, EquiTime Point, entre votre aéroport de départ et votre aéroport de destination. Et on peut le changer. Donc normalement c'est à peu près vers le milieu de votre route. Alors c'est un EquiTime Point, donc ça sera pas au milieu en termes de distance, mais au milieu en termes de temps. C'est-à-dire que à partir de l'EquiTime Point, il faut autant de temps pour faire demi-tour et aller choper l'aéroport qui est derrière nous que pour continuer à l'aéroport de destination. Donc si là par exemple à la place de mettre LFMT et KJFK, je mets LFPO et LFRS, on a un ETP qui arrive ici, et du coup cet ETP, il me permet de savoir très rapidement, imaginons que je suis ici, là où il y a le curseur de ma souris, et j'ai un problème, je dois atterrir au plus vite, et ben j'ai déjà des options très clairement définies en tête. Je sais que je suis plus proche de LFPO en termes de temps, hein, je parle en termes de temps. En termes de temps, je suis plus proche de LFPO que de Nantes, et du coup, dans ma tête, je peux très rapidement décider d'aller sur Orly. Voilà, par exemple. Et on essaye de faire ça, alors ça dépend des gens, hein. Moi j'aime bien faire ça, je trouve que ça augmente beaucoup le situational awareness et ça permet d'avoir un plan en cas de panne un peu à tout moment. J'essaie d'avoir des cercles un peu comme ça tout au long de ma route et j'essaye de, à chaque fois que je passe un ETP, donc si là par exemple j'ai mis LFRS, on va dire que mon prochain point c'est LFRB par exemple, donc toujours pareil, flight plan, fix info, next phase, enfin next page, LFRB, on met Brest, 110 nautiques, allez. Bim. Donc on a encore une fois un cercle, et bah du coup, dès que je vais passer mon ETP, mon premier ETP, je sais que l'aéroport le plus proche ce sera Nantes. Enfin, l'aéroport parmi ceux que j'ai choisis, hein. Évidemment il y en a des plus proches, mais bon, il y a des aéroports que je connais pas, je sais pas si les pistes sont bien, etc. Je fais simple. Je connais Nantes, je sais que je peux aller à Nantes. Voilà. Donc dès que j'ai passé mon premier ETP, je sais que Nantes devient mon aéroport le plus proche. Jusqu'à quand? Eh ben c'est très simple, je retourne dans ma page data, EquiTime Point, et puis je mets pas LFPO, mais je mets LFRB. Et du coup maintenant mon ETP s'est déplacé entre LFRS et LFRB. Et je sais que avant mon ETP, je serai plus proche de Nantes, après mon ETP, je serai plus proche de Brest. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc juste pour vous montrer sur la page ETP, donc il nous dit de l'EquiTime Point jusqu'à Brest, il y a 107 nautiques et on y sera à 16h05. De l'EquiTime Point jusqu'à Nantes, il y a 108 nautiques et on y sera à 16h05 aussi. Évidemment, c'est le but, c'est qu'on soit à la même heure aux deux. Mais la distance par contre peut être différente en fonction du vent. Et là, il nous donne la distance jusqu'à notre EquiTime Point et à quelle heure on y sera. Voilà tout pour l'EquiTime Point. Alors ensuite, si je vais dans Data, dans la page de droite, on a un truc qui s'appelle Waypoint. Donc si je vais dans Waypoint, je vais prendre un Waypoint au pif proche de moi. On a Odilo, donc je vais écrire Odilo. Et là, il me donne la latitude et la longitude de Odilo. On ne sert pas à grand chose, mais je vous montre juste le menu. Donc il a bien Odilo dans sa database et Odilo est enregistré à cette position. Si on retourne dans Data, Naveds, et ben on peut faire pareil avec des VOR par exemple. Donc là on a Bravo Charlie Yankee, je mets Bravo Charlie Yankee, que je l'insère, et ben il me dit que c'est un VOR DME, il me donne sa latitude, sa longitude, sa fréquence, l'élévation du VOR, et ça c'est déclinaison. Déclinaison magnétique, c'est un peu technique, pas très intéressant, mais vous l'avez. Ensuite, toujours dans Data, la deuxième page, vous avez route, c'est les routes que vous avez enregistrées. Pour l'instant, j'ai pas enregistré de route. Enfin, c'est les co-routes en fait. On a les vents du plan de vol actif et on a les vents du secondary flight plan. Ensuite, on peut créer des waypoints et on peut créer des routes. Donc ça, je vais vous le montrer, c'est assez intéressant. Donc imaginons, je suis en train de voler vers n'importe quel aéroport, on s'en fout, et je sais qu'après, je vais faire le retour. Et bien, ce que je peux faire, c'est que pendant que mon avion est en train de voler vers ma destination, sur mon secondary flight plan, je vais préparer mon vol retour. Donc pour faire ça, donc imaginons qu'on aille, je sais pas, on va à LFRS par exemple. Donc je vais sur mon secondary flight plan, je fais delete secondary, comme ça j'ai un truc vierge, et puis je vais dans secondary init et je prépare mon vol retour. Donc on va dire que c'est LFRS vers LFPO par exemple. Je remplis toute la page et je peux préparer mon vol.
Ensuite, je vais dans mon secondary flight plan, puis je peux écrire ma route. Donc depuis LFRS, on va préparer un départ en piste 21, un départ, je mets n'importe quoi, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, et puis on va passer par Odilo, on s'en fout, j'insère Odilo. Et à Orly, on prévoit une ILS 06 avec une arrivée en Bose. Je mets vraiment n'importe quoi. Ok, on a notre plan de vol qui est prêt dans notre secondary. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Data, deuxième page, Pilot Routes, et on peut enregistrer la route qu'on a dans le secondary. Donc je fais Store Secondary, et il l'a appelé SRTE1. Alors j'aurais pu lui donner un nom juste avant. Alors si je vais dans Data, Pilot Route, et que je fais New Route, que je l'appelle par exemple, je sais pas, moi je l'appelle Orly, et je fais Store Secondary Flight Plan. Alors j'aurais dû delete avant. Delete, Orly. Allez, Store Secondary. Et voilà, maintenant j'ai une route qui s'appelle Orly pour aller de Nantes jusqu'à Orly. Donc ça c'est très bien. Maintenant, comment je fais pour l'utiliser ? C'est très simple. Alors soit je garde mon secondary tel qu'il est, et du coup quand j'arrive à ma destination, j'ai juste à faire activer le secondary et mon plan de vol sera prêt. Soit dans la page init de mon plan de vol, alors que ce soit dans le primary ou dans le secondary, je peux faire la même chose. Je vais vous montrer avec le secondary, comme ça je garde mon plan de vol initial. Je vais supprimer mon secondary, donc là c'est comme si j'étais sur le primary, juste pour vous montrer, dans la page init. Et là j'écris dans coroute, j'écris Orly. Et là, paf, il a rechopé toutes mes informations de ma route Orly, LFRS, LFPO. Bon là j'avais pas rentré grand chose, hein, mais voilà, vous voyez le genre. Et dans le secondary, on a tout notre plan de vol. Normalement, bon, il n'a pas gardé grand chose, ça c'est pas tout à fait normal. C'est pas tout à fait normal. Mais bon, j'ai pas fait gaffe à ce que j'ai enregistré, mais normalement ça marche comme ça. Dernière petite chose, les pilot waypoints en haut à droite. Donc ça c'est si jamais on crée des points. Donc là par exemple tout à l'heure j'ai créé un PBD01. PBD01 ça veut dire Point Bearing Distance. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quand on crée un waypoint. Alors pour créer un waypoint, il y a plein de façons de faire. Le premier c'est par exemple d'écrire... donc je vais encore une fois prendre un point au pif sur ma route. Donc je fais waypoint. On va prendre Bulox. Donc sur mon FMGC, je vais écrire Bulox et on va dire qu'on veut créer un point à 5 nautiques à l'ouest de Bulox. Donc on écrit, on commence par écrire la direction. Donc la direction c'est en degrés, c'est comme une radiale. Donc si je veux que ce soit à l'ouest, j'écris 270. Puis la distance, 5 nautiques. Et je vais l'insérer n'importe où dans mon plan de vol, on va l'insérer ici. Donc là, j'ai mon PBD02 qui s'est créé. Vous voyez, j'ai pas eu à choisir le nom du waypoint. Et il m'a créé mon PBD02, 5 nautiques à l'ouest de Bulox. Et donc maintenant, il est dans mon plan de vol. Je peux faire par exemple un direct PBD02. Et voilà. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est d'écrire par exemple un point, de l'appeler n'importe quoi. Je vais l'appeler Achille. Donc j'écris Achille dans ma page prog. Et là, à droite, là, ici, je vais écrire Achille. Et là, il va me dire, mais frérot, je connais pas de point qui s'appelle Achille. Donc, on peut créer un point de cette manière-là aussi. Sauf que cette fois, on peut lui donner le nom qu'on veut, ce qui est sympa. Donc, on peut lui donner des coordonnées GPS, latitude, longitude. On peut faire pareil, place bearing distance. Donc, c'est comme ce qu'on a fait avant. On donne un point... une direction et une distance, ou on peut donner des croisements de radiales. Ça c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà. Vous avez ces trois options pour créer un point. Et donc on va créer le point Achille. Donc je vais reprendre Bulox. On va dire, cette fois on va le créer au nord. Donc j'écris /360 et je le crée à 10 nautiques au nord de Bulox. Je l'insère dans Place Bearing Distance, je le store, et là il n'est pas dans mon plan de vol, parce que je ne l'ai pas mis dans mon plan de vol. J'ai juste créé un point. Donc là je peux réécrire Achille par exemple dans ma page prog, et il me dit la distance vers le point Achille, mais je le vois pas, c'est dommage. Donc je peux aller dans Flight Plan, Fix Info, et je peux écrire le point Achille. Et là maintenant, il savait pas ce que c'était le point Achille, sauf que maintenant j'ai créé un point qui s'appelle Achille.
Donc si je le mets dans mon fixe info, eh ben, on voit pas grand chose, je vais enlever tout le bordel. J'ai le point Achille qui apparaît, et on peut le voir ici. Et du coup, si on va dans Data, page de droite, et qu'on va dans Pilot Waypoint, on a PVD01, PVD02, et maintenant on a notre point Achille. Voilà, voilà. Et on peut créer des points comme ça, comme on veut. Voilà tout. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises et j'espère vous avoir appris des choses. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur le FMGC. Il y a eu beaucoup d'infos, il y a des trucs qui sont pas très utiles, d'autres qui le sont beaucoup plus. Je vous laisserai vous faire votre propre avis et faire vos propres tests, voir ce que vous voulez utiliser ou pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.